Nuit sahélienne, annonce télévisée, un pari agricole colossal surgit. L'idée promet de bousculer pénurie, dépendance et peur, tout en exposant un pays fragile à un risque immédiat et observé. Que signifie ce pari pour vous sous Ibrahim Traoré? Au fil de ce récit, une autre Afrique se dessine et la promesse affichée n'est pas seulement agricole. Elle engage une idée de stabilité dans un pays où chaque saison rappelle la fragilité des équilibres. Transformer des terres pauvres en zones productives signifie à terme réduire la dépendance aux importations et desserrer la base, l'étau de l'insécurité alimentaire. Pour de nombreuses familles rurales, l'enjeu immédiat, rester sur leurs terres, osant subir l'alternance brutale entre espoir et pénurie. Mais cette promesse comporte un risque clair. Miser sur une culture exigeante en haut, dans un environnement soumis à des pluies imprévisibles, et à des vents secs persistants, expose le projet à des revers rapides et visibles. Le contraste est là, c'est donc net. D'un côté, la perspective d'un revenu plus stable et d'une organisation communautaire renforcée. De l'autre, la possibilité d'un échec qui accentuerait la défiance internationale et la fatigue locale. C'est dans cette tension que se joue l'enjeu central. Si l'initiative portée par Ibrahim Traoré progresse, elle peut redéfinir la confiance collective. Si elle vacille, elle rappellera la dureté structurelle du Sahel et les limites de l'ambition politique face au climat. En quelques semaines seulement, plus de 20 villages ont décidé de participer malgré l'aridité du Sahel. Cette adhésion rapide a signalé que l'annonce n'était peut-être plus un simple discours, mais un point de départ observable dans le quotidien. Ce basculement initial a surpris de nombreux observateurs. Le Burkina Faso traîne un héritage de sols appauvris, de nappes phréatiques fragiles et de saisons des pluies trop courtes pour soutenir des cultures exigeantes. Dans ces conditions, l'objectif proclamé de planter 15 millions de bananiers semblait, vu de l'extérieur, relever d'une ambition déconnectée des contraintes climatiques. Pourtant, sur le terrain, un autre récit a commencé à s'imposer. Dans plusieurs communes, des groupes de jeunes ont défriché des parcelles abandonnées, épaulés par des agriculteurs expérimentés. Les échanges portaient sur des gestes simples mais décisifs. Orienter les plants pour limiter l'effet de ramasseur du vent, creuser des rigoles pour retenir l'humidité, surveiller les feuilles afin de prévenir le dessèchement. Ces discussions, souvent improvisées, ont progressivement donné une cohérence à l'ensemble. Chaque plan mis en terre devenait un signal concret d'engagement collectif. En parallèle, les réactions internationales sont restées rares et prudentes, parfois, et ça sort voir. Les Srichois savaient les critiques, euh, rappelaient les échecs agricoles passés et l'absence d'infrastructures hydrauliques modernes. Mais cette réserve extérieure a créé un contraste marqué avec l'accueil local. Dans les villages, l'annonce a été perçue comme une possibilité réelle de rompre avec un cycle ancien de manque et de dépendance. Ce décalage entre scepticisme externe et espoir interne a structuré la phase initiale du programme. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif affiché a servi de point de ralliement, non comme une garantie de succès, mais comme une invitation à tester les limites du possible. Le projet est ainsi enrayé dans une zone intermédiaire.
Ni utopie hors sol, ni certitude acquise, mais une expérimentation collective où chaque avancée, même fragile, comptait. C'est cette dynamique plus que la promesse chiffrée qui a redéfini les premiers contours du débat. Au cœur de cette phase naissante, certaines figures locales ont servi de repère. Dans la région de Kaya, un ancien agriculteur reconnu pour sa capacité à maintenir des cultures vivantes malgré les vents secs a pris un rôle de formateur improvisé. Il ne disposait ni de moyens sophistiqués, ni de solutions miracles. Il montrait comment orienter les jeunes plants pour réduire l'impact du sable, comment creuser des fosses plus profondes afin de ralentir l'évaporation, et comment observer les premières feuilles pour détecter un stress hydrique précoce. Autour de lui, des volontaires observaient, reproduisaient, puis transmettait ses gestes et à d'autres équipes. Plus au nord, près de Waiguya, un collectif de femmes habituées au jardin maraîcher a proposé une autre approche. Elles ont organisé les parcelles en blocs collaboratifs, réparti les tâches quotidiennes et instauré une rotation stricte de l'arrosage. Un registre simple consignait les plants ayant survécu aux premières semaines et en permettant d'identifier rapidement les zones les plus fragiles. Cette méthode, encore artisanale, s'est révélée facilement reproductible et a circulé rapidement entre villages voisins. Ces deux exemples ont produit un effet immédiat. Les équipes locales n'attendaient plus uniquement des directives venues du sommet, et elles adaptaient les consignes à leurs ressources, testaient, corrigeaient et partageaient leurs observations a laissé cette route assez autonomie naissante à transformer la perception du projet. Il cessait d'être une promesse lointaine pour devenir une série d'actions concrètes. Le résultat le plus visible n'était pas encore la production, mais la confiance retrouvée. Des gestes simples, répétés, collectivement, avaient commencé à modifier le rapport au risque et à l'échec. Et au fond, la première victoire, c'est l'apprentissage partagé. L'activation du programme a commencé dans une atmosphère d'urgence maîtrisée. Les premiers jours, les équipes locales ont creusé des fosses, aligné des rangées de jeunes bananiers et délimité les zones destinées à une irrigation rudimentaire. Les outils Shudranit ça s'est circulé de main en main, les consignes étant par les ténorimarons et certains que sa voix solum. Et en mafia et les ancêtres et les anciens vérifiaient là et j'avais brodé les gestes des plus jeunes. Cette rapidité donnait l'impression d'un pays lançant une expérimentation à ciel ouvert, où chaque parcelle devenait un test grandeur nature. Ça va très vite, un premier basculement s'est produit. Après quelques semaines seulement, la sécheresse a frappé plus tôt que prévu. Les feuilles des jeunes plants se sont recroquevillées en quelques heures, sous l'effet de la chaleur et des vents des vents secs. Les rigoles creusées avec soin n'ont pas suffi à retenir l'humidité. Ainsi dans plusieurs villages, des dizaines de plants ont jauni presque simultanément. Ce passage brutal de l'élan à la perte a marqué un avant et un après. L'enthousiasme initial a laissé place à un silence lourd chargé d'inquiétude. Ce choc a ouvert une phase de doute collectif. Des rumeurs d'abandon ont commencé à circuler, alimentées par les commentaires critiques venus de l'extérieur. Les radios locales relayaient des analyses décrivant le projet comme irréaliste pour un pays soumis à un climat aussi instable. Sur certaines parcelles, les habitants se réunissaient pour décider s'il fallait continuer à investir du temps et de l'énergie dans un programme qui semblait déjà montrer ses limites.
La pression psychologique s'est accumulée au même rythme que les pertes visibles. Pourtant, la dynamique ne s'est pas totalement effondrée. Dans plusieurs communes, des groupes plus petits, plus restreints, ont choisi de poursuivre le travail malgré l'épuisement. Ils ont protégé les plants survivants en installant des brises-vents de fortune et en testant différentes profondeurs de plantation afin de ralentir l'évaporation. Ces ajustements improvisés n'ont pas inversé immédiatement la tendance, mais ils ont empêché un abandon général. À mesure que les jours passaient, certains plans ont montré une résistance inattendue, révélant que toutes les parcelles ne réagissaient pas de la même manière. Cette résistance discrète a ouvert la voie à une phase de réorganisation. Les villages ont commencé à analyser leurs échecs, à comparer les zones où les plantes tenaient encore et à identifier les sols c'est légèrement plus humides. Les échanges entre communes se sont intensifiés. Ce qui fonctionnait dans une région était rarement transmis rapidement à une autre et parfois par de simples visites improvisées ou des notes manuscrites. Cette circulation d'expériences a progressivement remplacé la confusion par une forme d'apprentissage structuré. Un nouveau beau tournant est apparu lorsque les premières pluies éparses sont arrivées. Elles ont offert une respiration inattendue après des semaines de tension. Les plants restants ont repris une teinte plus vive et de nouvelles feuilles se sont formées. Lentement. Cette reprise limitée mais visible a ravivé la motivation des équipes. Les habitants de Tokan ont recommencé à renforcer les talus, à réorganiser les parcelles les plus endommagées et à planifier des actions plus ciblées. À ce stade, la ligne des événements s'était clarifiée. Je crois que le projet était passé par trois phases distinctes. L'élan initial, le choc de la sécheresse, puis une stabilisation fragile fondée sur l'adaptation locale. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette séquence a pris une valeur symbolique. Elle montrait que l'initiative ne progressait pas de manière linéaire, mais par à-coups, corrections et résistances successives. Le programme n'était plus jugé uniquement sur sa promesse chiffrée, mais sur sa capacité à survivre à ses premières épreuves. C'est dans cette traversée du risque que s'est jouée la crédibilité réelle du projet. Au départ, la base était sévère. Dans plusieurs villages du nord, environ 50% des jeunes plants installés durant la première phase ont flétri presque simultanément après quelques semaines. Ce niveau de perte a servi de référence brutale. Il a montré que, sans adaptation rapide, le projet ne pouvait pas dépasser le stade expérimental. La mortalité élevée ne reflétait pas une erreur unique, mais la combinaison d'une évaporation rapide, de vents secs persistants et d'une humidité du sol insuffisante pour des plants encore fragiles. Le premier changement mesurable est apparu avec l'introduction ciblée de l'irrigation goutte à goutte alimentée par des systèmes solaires. Les parcelles équipées, en priorité, ont enregistré une baisse visible des pertes, ramenant la mortalité à un niveau nettement inférieur à celui observé lors des premières semaines. L'effet ne tenait pas à un apport massif d'eau, mais à un contrôle plus précis de l'humidité. L'arrosage régulier, même limité, a permis de stabiliser les racines,
d'Abderracine est d'éviter les pics de stress hydrique responsables du jaunissement rapide des feuilles. Un second indicateur est venu des zones où les villageois ont modifié la profondeur des trous de plantation. En creusant plus profondément, ils ont créé des poches capables de retenir l'eau plus longtemps, au-delà des heures les plus chaudes de la journée. Sur ces terrains, les plants ont présenté un feuillage plus vert et une résistance accrue au vent sec. Cette adaptation, peu coûteuse et reproductible, a montré que des ajustements simples pouvaient produire un effet mesurable sans recourir à des infrastructures lourdes. Le troisième levier observé concerne la protection contre le vent. Dans les parcelles bordées de talus naturels ou de haies improvisées à partir d'arbustes locaux, les équipes ont noté une meilleure tenue car des plantes. La réduction de l'exposition directe a limité l'évaporation et les déchirures des jeunes feuilles. Là encore, l'impact ne s'est pas traduit par une croissance spectaculaire, mais par une survie plus régulière, condition indispensable à toute montée en puissance ultérieure. À partir de ces trois mesures, les habitants ont commencé à reconstituer une méthode cohérente. Ils ont comparé les résultats obtenus sur des sols sableux, limoneux ou légèrement argileux, cherchant à comprendre pourquoi certains plants résistaient mieux que d'autres. Dans les villages les plus organisés, des tableaux rudimentaires ont été tenus chaque semaine pour noter l'état des feuilles, la couleur des tiges et la vitesse de reprise après les pluies éparses. Cette documentation, encore imparfaite, a néanmoins servi de base à des ajustements continus. Ce passage d'un constat d'échec à une amélioration mesurable a modifié la lecture globale du projet. Les chiffres cette année restaient modestes, mais ils indiquaient un mouvement clair. La trajectoire n'était plus une chute continue. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ces données ont été présentées non comme une preuve de réussite définitive, mais comme un signal de viabilité conditionnelle. Le message était simple. La progression dépendrait de la capacité à maintenir ces pratiques de manière régulière et collective. Ainsi, la phase quantitative n'a pas livré une victoire nette, mais un seuil franchi. Elle a montré que le projet pouvait passer d'une base très faible à une stabilité relative grâce à des ajustements précis. Cette transition, fragile mais documentée, a constitué le socle sur lequel les étapes suivantes ont pu être envisagées avec plus de réalisme. La lecture critique portée par plusieurs experts étrangers repose sur deux arguments solides. Le premier concerne la contrainte hydrique structurelle du Sahel. Selon cette analyse, une culture comme le bananier, gourmand en eau et sensible aux variations climatiques, ne peut pas atteindre un seuil de viabilité sans infrastructures lourdes et continues. Les pertes initiales observées, notamment lors des premières semaines de sécheresse, sont présentées comme une confirmation empirique de cette limite. Le second argument touche à l'échelle. Un programme annoncé comme massif risquerait, selon ces observateurs, de diluer les ressources humaines et techniques, empêchant toute consolidation durable des pratiques. Cette position s'appuie sur des précédents historiques. De nombreux projets agricoles ambitieux ont échoué dans la région, faute de coordination, de suivi technique et de capacité à absorber les chocs climatiques. Dans cette perspective, chaque ajustement local apparaît insuffisant face à la dureté des conditions environnementales. La prudence affichée par ces experts
n'est donc pas ça est idéologique, mais ancré dans une lecture cumulative des échecs passés. Face à cette critique, la lecture assue des villages adopte un raisonnement différent. Elle ne nie pas les contraintes, mais les replace dans une logique d'apprentissage progressif. Pour les habitants, les pertes initiales ne provenaient pas l'impossibilité du projet, mais la nécessité de corriger les méthodes. L'argument central repose sur l'observation directe. Certaines parcelles bénéficiant d'ajustements précis ont montré une résistance supérieure. Cette différence, même limitée, a servi de preuve pratique que les conditions ne les condamnaient pas ne plavaient uniformément l'ensemble des efforts. La réponse du terrain insiste aussi sur un facteur souvent sous-estimé, la mobilisation sociale. Là où les analyses extérieures se concentrent sur les infrastructures manquantes, les communautés se mettent en avant la discipline collective, la circulation rapide des pratiques efficaces et la capacité à maintenir l'effort malgré les revers. Cette dynamique ne garantit pas le succès, mais elle modifie l'équation du risque en intégrant une variable humaine absente des modèles strictement techniques. La synthèse qui s'impose se situe entre ces deux lectures. Les critiques ont raison de souligner que le projet ne peut réussir sans limite claire et sans priorisation. Mais l'expérience locale montre que des gains mesurables peuvent émerger avant même la mise en place d'infrastructures massives. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le programme s'est inscrit dans cette zone intermédiaire où la faisabilité ne se décrète pas, mais se teste correction après correction. Le basculement ne vient pas d'une innovation spectaculaire, mais d'un alignement. À un moment précis, les villages ont cessé d'agir en ordre dispersé. Les techniques testées séparément ont été combinées, synchronisées, puis appliquées de manière plus régulière. L'irrigation solaire, la profondeur des trous de plantation et les protections contre le vent ont commencé à fonctionner comme un ensemble cohérent plutôt que comme des essais isolés. Cette convergence a modifié l'allure du projet. Le changement a d'abord été perceptible dans le rythme. Les équipes d'Etsondarla n'attendaient plus de nouveaux chocs pour réagir. Elles planifiaient des entretiens hebdomadaires, comparaient les parcelles et anticipaient les périodes les plus critiques. Cette organisation a réduit la volatilité observée lors des premières semaines. Les plans survivants n'étaient pas simplement épargnés par hasard, ils bénéficiaient d'un cadre plus stable, même minimal. Ce point médian a aussi déplacé le débat. La question n'était plus de savoir si le projet était possible en théorie, mais s'il pouvait être tenu dans la durée avec des moyens limités. En mettant l'accent sur la régularité plutôt que sur l'expansion rapide, les villages ont redéfini l'objectif immédiat, consolider avant d'étendre. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré a reformulé le sens de l'initiative. Le programme n'était plus présenté comme une démonstration de force, mais comme une épreuve d'endurance collective. Ce repositionnement a préparé la suite, l'évaluation des effets concrets sur la vie quotidienne, au-delà des chiffres et des annonces. Pour les familles rurales, les effets les plus immédiats se sont joués allés à l'échelle du quotidien. Les parcelles ou les plans contenus ont offert quelque chose de rare dans le Sahel, une continuité, même sans récolte abondante. La simple survie des bananiers a permis de planifier à court terme. Les, les ménages ont réduit
certains achats alimentaires extérieurs et organiser des entraides pour l'arrosage et la protection des sols. Cette stabilité relative a allégé la pression psychologique liée aux périodes de pénurie, transformant l'attente en une vigilance active plutôt que en résignation. Voilà, pour les petites activités économiques, notamment les coopératives féminines, l'impact a été progressif mais structurant. Là où les plans montraient une reprise, des groupes en Riad ont commencé à transformer les bananes en produits comme moi simples destinés aux marchés locaux. Et cette diversification, encore modeste, laissait à créer de nouveaux emplois et renforcer les compétences organisationnelles. La gestion collective des tâches, des stocks et des ventes a consolidé des chaînes d'approvisionnement rudimentaires mais fonctionnelles. Ces micro-activités ont joué un rôle tampon en période de stress climatique, offrant des revenus alternatifs lorsque d'autres cultures déclinaient. Les chasses et jeunes ont constitué un troisième groupe clé. Les formations et les expérimentations ont modifié les relations intergénérationnelles. Les anciens transmettaient leurs techniques d'adaptation, tandis que les plus jeunes testaient des solutions inspirées de l'irrigation solaire et du suivi régulier des plants. Cette complémentarité a transformé plusieurs villages en laboratoires à ciel ouvert. À ciel ouvert. Que signifique pour beaucoup d'adolescents, participer à ce programme a ouvert une perspective nouvelle, rester sur leurs terres avec un rôle reconnu, plutôt que chercher ailleurs des opportunités incertaines. Enfin, les acteurs institutionnels locaux ont perçu des retombées plus stratégiques. Les ressources responsables municipaux ont observé que l'amélioration progressive des parcelles influençait la gestion de l'eau et des taux sols. Des habitudes de planification ont émergé, relevés réguliers, réunions inter-villages, partage systématique des pratiques efficaces. Cette structuration inattendue a renforcé la coordination locale. Les apparitions publiques d'Ibrahim Traoré ont accompagné ce mouvement, en soulignant que la discipline collective comptait autant que les innovations techniques. Pris ensemble, ces effets montrent donc que le projet a produit des conséquences tangibles avant même d'atteindre une phase de maturité. Les résultats restent pas fragiles et inégaux, mais ils dessinent une réalité nouvelle. Le programme n'agit plus seulement comme une promesse nationale, il façonne déjà des comportements, des organisations et des attentes. La question centrale devient alors celle de la durabilité. Ces effets peuvent-ils résister aux prochains chocs climatiques et à l'usure du temps? Imaginons d'abord une trajectoire de base. Les pratiques actuelles se maintiennent sans accélération majeure. L'irrigation solaire, les trous de plantation plus profonds et les protections contre le vent sont appliquées de manière régulière, mais restent limitées par les ressources disponibles. Les plants gagnent lentement en robustesse tout en demeurant sensibles aux pics de chaleur et aux pluies irrégulières. Les villages parviennent à stabiliser une partie des parcelles suffisante pour préserver l'élan collectif et soutenir les coopératives locales. Les progrès sont modestes mais cumulés, ils permettent une extension contrôlée et une meilleure organisation des ressources. Imaginons ensuite une trajectoire plus optimiste. La diffusion des techniques efficaces s'accélère. Les formations locales deviennent plus coordonnées et la maintenance communautaire des systèmes d'irrigation s'améliore.
Les pistes les plans affichent un potentiel une croissance plus soutenue. Et les premières les récoltes partielles se multiplient. Les coopératives féminines élargissent leur capacité de transformation et attirent l'attention de partenaires régionaux. Hein. Cette dynamique fait passer le programme d'une phase expérimentale à un modèle reproductible à plus grande échelle, sans éliminer les risques climatiques, mais en les amortissant mieux. Envisageons enfin une trajectoire défavorable, l'aggravation des contraintes environnementales pèse davantage. Une sécheresse prolongée ou une succession d'épisodes de vents secs réduit fortement les gains obtenus. Chez les plants les plus jeunes, les jeunes, sont touchés en priorité, fragilisant les parcelles déjà vulnérables. La fatigue s'installe et certaines ressources humaines se dispersent. Le projet ne s'effondre pas immédiatement, mais entre dans une phase de ralentissement sévère, imposant un recentrage sur quelques zones moins exposées et une réduction temporaire des ambitions. À travers ces trois trajectoires, une constante apparaît. La variable décisive n'est pas seulement technique, mais organisationnelle. La capacité à préserver la cohérence du travail collectif conditionne la résistance au choc. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le choix implicite consiste à consolider ce qui fonctionne avant d'élargir. La réflexion à retenir est simple. Dans un environnement instable, la progression durable dépend moins de la vitesse que de la continuité des efforts partagés. Pour aussi le spectateur, qu'il vive au Burkina Faso ou ailleurs, les effets du programme se lisent d'abord comme une leçon de méthode plutôt que comme un résultat final. L'expérience montre comment des communautés confrontées à des contraintes sévères peuvent transformer des échecs initiaux en apprentissages exploitables. Observer cette dynamique invite à dépasser une lecture binaire succès sous échec pour s'intéresser aux processus intermédiaires qui rendent une trajectoire plus ou moins résistante. Une première piste de réflexion concerne la valeur des gestes répétés. Aucun ajustement isolé n'a suffi à stabiliser les plans. C'est la répétition disciplinée de pratiques simples partagées entre villages qui a produit un effet cumulatif. Cette logique peut être transposée à d'autres contextes où les ressources sont limitées, mais où la coordination reste possible. Elle rappelle que la constance peut parfois compenser l'absence de moyens lourds. Une seconde piste touche les biches à la place de l'engagement local. Le programme a montré que la motivation collective n'est pas un facteur secondaire. Elle conditionne la capacité à absorber les chocs, à maintenir les efforts lorsque les résultats tardent et à éviter l'abandon prématuré. Pour l'observateur extérieur, cette dimension humaine invite à reconsidérer les critères d'évaluation habituelle des politiques agricoles ou de développement. Enfin, l'expérience ouvre une réflexion plus large sur la temporalité du changement. Les transformations visibles ne sont ni rapides ni spectaculaires. Elles avancent par petites corrections successives. Comprendre cela permet de mieux apprécier ce qui est en jeu. Non pas une promesse immédiate, mais une construction progressive. Cette lecture prépare le terrain pour la question suivante: comment structurer durablement ce qui a déjà émergé afin d'éviter que les acquis fragiles ne se dissipent
avec, le temps. La phase suivante exige une structuration plus méthodique des efforts déjà engagés. D'abord, les comités villageois comme villageois deviennent essentiels. Leur rôle consiste à identifier les parcelles les plus résilientes et à établir un calendrier d'entretien hebdomadaire. Chaque groupe note l'état des plants, la couleur des feuilles et la fréquence des arrosages. Ces observations servent d'indicateurs simples pour ajuster la gestion de l'eau au plus près du terrain. Ensuite, la transmission des savoirs devient un pilier. Des agriculteurs chevronnés animent des sessions courtes centrées sur la protection contre le vent, la profondeur optimale des trous de plantation et l'usage rationnel des systèmes solaires. Les villages les plus avancés accueillent ces formations afin d'accélérer la diffusion des pratiques fiables. Le critère de suivi reste concret: la réduction visible des plants flétris au cours des premières semaines. Parallèlement, la maintenance technique prend une place décisive. Les équipes locales vérifient qu'attendent régulièrement les dispositifs goutte à goutte et harmonisent les horaires d'arrosage. Un suivi mensuel permet de repérer les pannes, d'organiser les réparations et de garantir une répartition équitable de l'humidité dans les zones prioritaires. Cette rigueur évite que les gains obtenus ne soient annulés par des défaillances évitables. Enfin, la valorisation économique donne un sens concret aux efforts. Les groupes féminins développent des chaînes de transformation simples, tandis que les communes mettent en place des points de collecte pour les parcelles les plus stables. L'indicateur central devient la capacité à maintenir un flux continu, même réduit, des produits dérivés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route vise un objectif précis: transformer une accumulation d'initiatives locales en un ensemble reproductible. Elle ne promet pas une réussite immédiate, mais une consolidation progressive. En répondant ainsi à la question ouverte plus haut, le programme se dote d'un cap clair: et préserver ce qui fonctionne pour rendre la suite possible. Au fil des mois, un détail discret est devenu un symbole partagé. Les gestes transmis au début par les anciens agriculteurs, ceux-là même qui guidaient la protection des premiers semis, sont restés au cœur du programme. Ils n'ont pas changé de nature, mais de portée. Creuser une rigole, renforcer un brise-vent, observer la couleur d'une feuille cyclique ne sont plus des actions isolées. Elles forment désormais un langage commun, compris et reproduit d'un village à l'autre. Ce motif du geste répété relie les débuts fragiles aux progrès actuels. Lorsque les premières pertes ont frappé, ces gestes semblaient dérisoires face à la sécheresse. Aujourd'hui, ils incarnent une persévérance qui a refusé de céder. Les bananiers encore debout ne sont pas seulement des plants sauvés. Ils témoignent d'une confiance reconstruite lentement, correction après correction, sans rupture spectaculaire. Dans plusieurs villages, les habitants évoquent cette continuité comme une ligne de conduite. Rien n'a été gagné d'un coup. Chaque amélioration a été arrachée au doute, parfois au découragement. C'est cette accumulation patiente qui a permis de transformer l'échec initial en stabilité relative. Lorsque Ibrahim Traoré revient sur le sens du projet, il insiste sur cette filiation. Les feuilles, redevenues vertes au cœur de la saison sèche, rappellent que la transformation ne s'est jamais jouée dans l'annonce mais dans la durée. Et c'est bien cette
C'est cette persévérance partagée qui a changé la trajectoire. À ce stade, le programme ne se résume ni à une promesse tenue, ni à un pari perdu. Il fonctionne comme un miroir tendu il observe. Il interroge la manière dont une société affronte ses contraintes, ajuste ses ambitions et accepte d'avancer sans certitude immédiate. Dans les villages du Sahel, les bananiers encore jeunes projettent une ombre nouvelle sur des terres longtemps associées à l'incertitude. Cette ombre n'est pas celle d'une réussite achevée, mais celle d'un effort collectif en cours. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse la seule agriculture. Il touche à la capacité d'un pays à s'appuyer sur ses propres forces, à apprendre de ses erreurs et à maintenir un cap malgré les revers. Pour l'observateur extérieur, la question est différente, mais liée. Comment évaluer une transformation quand elle progresse par étapes fragiles plutôt que par résultats spectaculaires? Cette histoire invite à un dialogue ouvert. Elle ne demande pas l'adhésion aveugle, mais une attention aux dynamiques à l'œuvre. Jusqu'où une communauté peut-elle aller lorsqu'elle choisit la continuité plutôt que l'abandon? La réponse reste à écrire collectivement.